Radio Rec, it's on air. Tonight, I just had to kill a lot of people. Motherfucker, say what one more goddamn time. What lawyer firm? I am Mr. Kobayashi. Kobayashi. Cinebdo, toute l'actualité du cinéma, C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. tous les vendredis à 18h30. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de cette formidable émission qu'est Cinebdo. Nous sommes le 10 mai 2013, il est 18h passé de 35 minutes et c'est parti pour une heure d'amour, de gros câlins envers le 7e art. Ce soir, en programme, nous avons que du bon comme dans le jambon. Désolé pour nos amis musulmans. Des news avec un petit coup de projo, Fargo parce qu'on n'avait jamais pensé à une pareille utilisation de la scieuse à bois. Dans notre petit coup de projo, retour sur les films des vacances avec Evil Dead, Mud, Les Croods, Stalker, Upside Down et Mohamed Dubois. Oui, on y allait pour vous. Les sorties de la semaine avec Trance et l'hypnotiseur, anti-sérivore chronique avec notre meilleur employé de mauvaise foi, à savoir Enzo qui nous tapera un petit peu les experts. Les experts Miami, les experts Las Vegas, les experts Châteauroux, lequel tu choisis ? Las Vegas. La question de la semaine qui va pouvoir vous permettre de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand pour toi et ton mec, toi et ta meuf, ou toi et Edward Norton, mon fantasme sexuel de ce moment. C'est vrai que, je sais pas, j'aime bien, j'ai toujours aimé de pouvoir lui faire. Oui, non mais il a une classe incroyable, franchement il a une classe incroyable. J'encourage tout le monde à voir tous ces films sauf Crève Smoochie Crève. Non si même Crève Smoochie Crève. Si c'est un film de Danny DeVito 2002, c'est très très bon. En tout cas, j'ai le plaisir d'être ce soir avec une très très belle compagnie. On va commencer par les habitués puis on viendra sur le petit stagiaire après. Maxime, bonsoir Maxime. Salut Robin, t'es quand même un enfoiré mais je t'aime. Ok, donc on est à 2 minutes d'émission, on a 3 insultes en mon rencontre. Max, bonsoir Max. Bonsoir Robin, vive le bizutage. Voilà, Enzo, bonsoir Enzo. Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas refait le début avec ta vanne en fait. Pourquoi ? Je pense qu'on aurait dû refaire. C'est vrai ? Sur le jambon, ouais. On a refait pour moi. On était en live, on était déjà parti. Bon. Voilà, exactement. Voilà, merci. Et donc nous avons Clément ce soir. Bonsoir Clément. Donc tu es un petit nouveau et donc présente-toi, fais-nous des papouilles. Le stagiaire a 17 ans. Okay. Il est en terminale littéraire. Bien content d'être là, de partager sa passion avec les autres qui sont autour de la table. Et ton argent. Et non, pas encore, peut-être pas. Ça va venir, ça va venir. Je suis content d'être là, même si je viens un peu par défaut quand même, parce que bon, c'est pas si loin que de chez moi, c'est à 5 minutes, donc ça va. Bah écoute, Je te remercie. Je suis en licence. Bienvenue parmi nous. Je suis en licence de géographie. ici, Dieu en fait, Dieu sait que les aménités sont comment dire. Non, mais je plaisantais. Non, moi, je suis vraiment très content d'être là en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tu as aussi un petit blog sur lequel tu fais des petites blog, critiques. Je peux lâcher le lien si vous voulez. Clem Film Reviews. Oh. Voilà, où je publie des critiques de films plus ou moins longues et qui sont plus ou moins regardées aussi. Mais bon, voilà. On va t'apporter tous nos auditeurs et tout notre amour, bien entendu. Merci à vous. Écoutez, messieurs, je vous propose de commencer par les news. C'est parti. Allez. Yop. Que s'est-il passé dans l'actualité ? C'est maintenant dans les news de la semaine. Les news de la semaine qui en aura pas cette semaine parce que j'ai décidé. Je disais bien aussi, c'était pas prévu. J'ai pas fait de générique pour le Robin, voilà, c'est ça tout le temps, Robin. Voilà. C'est ça, Robin. Il y avait pas de news vu que c'est le spécial récapitulatif des vacances. On passe au prochain. On passe au On voit prochain. le générique. Ça va être 5 minutes de générique. Mais j'avais envie de te placer. Semaine, au pire. Mais merde, je les ai fait les génériques. Si je l'ai envie de les lancer, je les lance. Bon, voilà, on se concentre et un petit coup de projo pour rester quand même avec Fargo, un des films des frères Cohen qui les a fait. News. Qui a révélé, voilà, tu me fais perdre mes moyens, petit Maxime. Les frères Cohen au grand public, un film de 96, le 6e film des frères Cohen.
avec Frances McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi et Peter Stormare. C'est en tout cas parmi les 4 grands acteurs, on va dire, de ce film, qui est finalement un polar un peu étrange. On est habitué, on était déjà habitué en 96 à être surpris par les frères Cohen, leur style un peu particulier, parfois un petit peu abstrait. Quelques prises de risque, on va dire, dans la réalisation. Et là, on se dit, tiens, au premier abord, Fargo, qui a l'air d'être un polar relativement basique, sans rien de plus. Ce qui m'a frappé, finalement, au premier abord, si on doit résumer Fargo en quelques scènes, en quelques mots, c'est que dans toutes les scènes de Fargo, il y a toujours en permanence 30 secondes en trop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en permanence, quand la scène se déroule, il y a le fil de l'intrigue qui avance au fil des conversations, de ce qu'on peut avoir, etc., etc. Et il y a toujours 15 secondes en trop où le personnage va demander quel est le resto du coin, ou va pas savoir faire démarrer sa bagnole, etc. Ça excelle beaucoup ce petit type de scène, justement, avec Frances McDormand. Mais il y a quand même ce petit côté scène en trop que j'aime beaucoup, qui est caractérisé aussi par le personnage de Jerry Lindegaard, loser invétéré, qui pour moi a appuyé, quelque part même a assis cette figure du loser qu'on peut retrouver dans Serious Man, qu'on peut retrouver dans Burn After Reading, même dans Big Lebowski. C'est pas exactement un loser, mais enfin presque. Un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. C'est un glandeur. Loser, c'est une option. Mais en tout cas, donc Jerry Lindegaard, qui est donc ce loser invétéré qui va pour prévenir son beau-père que sa femme a été kidnappée, et qui répète dans sa cuisine, oh mon Dieu, c'est terrible, oh mon Dieu, c'est terrible, en prenant différentes voix. Et puis quand il appelle, oui, oh mon Dieu, non, vous pouvez me le passer s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ultra idiot, mais ça marche. Et moi, c'est tout ces petit côté scène supplémentaire et petit côté intrigue. Finalement, Fargo, ça reste un court-métrage dans le déroulement de l'intrigue, finalement. Moi, ce qui me fascine, c'est justement de voir que tous ces personnages sont mis en lien avec le monde, avec l'humanité, et ça ressort particulièrement avec le personnage de Frances McDormand, justement, qui rayonne un petit peu de vie et d'humanité, et qui le fait savoir justement à la fin du film avec une morale un peu particulière et tellement pas niaise justement, mais qui frappe de justesse finalement et de simplicité. Donc vous avez été plusieurs à répondre à mon appel et à voir ce film. On va commencer par toi, tiens Clément. Donc qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Non, mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je trouve ce que j'aime aussi dans le film, c'est vraiment la dimension de l'humour qui prend un pas incroyable dans un fait divers un peu horrible. Mais il y a tout l'humour noir qui s'en dégage, et moi j'adore ça. Et puis tu l'as dit aussi, le décalage entre la banalité des personnages et leur acte un peu horrible qui font que ça donne encore une force comique. Et après, oui, c'est vrai que dans la réalisation, moi je trouve que les frères Cohen ne sont pas trop foulés, mais c'est assez simple. Mais c'est ce qui renforce aussi l'importance des personnages, je trouve, du jeu de l'acteur. Ils assurent tous une prestation de malade, moi je trouve. Steve Buscemi là dans le truand, il est énorme. Même son pote Stormare qui est incroyable. Il est incroyable dans ses actes. Ils sont tous très bons, moi je trouve. Et puis les frères Cohen, voilà, ils ont une écriture atypique que l'on connaît. Et puis c'est une force comique qui est énorme, moi, pour moi. J'adore ça. Moi je trouve que, pour revenir à ce que tu disais, Robin, sur cet aspect scène en trop, je pense que en fait, ça vient tellement du fait de ce dont parlait Clément à l'instant, c'est-à-dire l'écriture atypique des frères Cohen. Je reprécise aussi que c'est écrit par les frères Cohen, réalisé par Joel et produit par Ethan. Comme d'habitude. Voilà, c'est la recette habituelle. Et voilà, cette écriture permet, en fait, les personnages sont tellement bien construits qu'on peut se permettre de prolonger par des scènes en trop, comme tu les appelles, qui peuvent paraître en trop en tout cas, puisqu'elles servent plus exactement l'intrigue principale, mais au final elles prouvent que les personnages sont tellement bien construits et elles servent à la compréhension des personnages et en fait à montrer que justement ces personnages existent en dehors de l'intrigue, et c'est là où je trouve que
c'est une super réussite. Je t'en parlais avant qu'on fasse l'émission. Fargo, la première fois que je l'avais vu, c'était une cata pour moi. J'avais pas du tout supporté ce film. Et en le revoyant pour les besoins de l'émission, ça a été en fait un vrai plaisir parce que l'écriture est vraiment parfaite. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il se soit foulé dans la réa. Au contraire, moi je trouve qu'il y a des putains d'idées de raccords de temps en temps, des putains d'idées de mise en scène aussi qui font surtout. Moi je trouve la partie la plus rayonnante, c'est celle avec Frances McDormand qui a obtenu en plus un Oscar. Mais elle est brillante cette meuf. Pourquoi on la voit pas dans plus de films que ça, quoi. Elle est vraiment folle. Steve Buscemi est encore, pour moi il est à son niveau habituel, donc il y a pas de surprise. Mais et en plus le personnage lui colle à la peau, mais c'est vraiment excellent. Petite mention pour faire le crédit habituel, petite mention au directeur photo Roger Dickens. On l'embrasse, il nous écoute, il en fait partie de ces quelques auditeurs. Mais qui, pour moi, signe encore un putain de. Cette espèce de contraste qu'il arrive à foutre dans tous les films des frères Cohen. Qui m'en met plein les yeux et je kiffe ma race. Là, contraste, c'est vrai qu'avec toute la neige du Dakota du Nord, il y en avait, c'était servi. Ça pète un petit peu sur l'écran. Moi, je l'ai vu dans ma chambre. Mais écoute, moi, je devais être 2h du mat, j'avais l'écran là. Je trouve que ça pète pas tant que ça, justement. Il arrive à mettre cette espèce de monotonie. Comme on en parlait avec les personnages même, cette espèce de banalité. En plus, l'histoire s'ancre dans un espèce c'est dans une ville de banlieue ou une ville de l'Amérique profonde. Voilà, de mi-campagne, mi-ville, dont on reparlera un peu dans Mud. C'est de la classe moyenne. Non, c'est plus de la classe moyenne urbaine. C'est pas du bouseux. Là, le personnage, ça dépend. Ça s'enfonce un petit peu parfois dans la campagne, mais ça reste du côté léger, de McDormand, mais moi je pense plus du côté de H. Macy, donc Jerry Lundegaard. Oui, c'est vrai. On est plus dans la classe moyenne, et c'est vrai que t'as ce côté un petit peu le tricheur de la ville contre la simplicité de la campagne. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose il y a cette espèce d'ennui aussi qui ressort de lui, qui est assez incroyable. On dirait presque un personnage de Tim Burton, presque, des fois tellement. Pas pour le côté loufoque, mais pour le côté. Il est vraiment perdu. Et il y a un truc assez intéressant aussi, on n'a pas trop parlé du synopsis. C'est pour revenir dessus, donc c'est l'histoire d'un homme qui va vouloir faire kidnapper sa femme pour que son beau-père donc paye une rançon et qu'il puisse récupérer la moitié de la rançon qu'il partagera avec donc les truands, exactement. Et il y a cette espèce de côté assez absurde aussi dans le fait que on sait pas pourquoi ce personnage de Jerry Lundegaard a besoin d'argent. Jusqu'au bout, le flou est levé. Autant on a des scènes, comme tu dis, absolument banales, autant il y a des fois où l'intrigue principale est justement cachée pour pas qu'on, je sais pas à quoi ça sert, mais il y a cette espèce de préserver une part de mystère. Il y a cette espèce de mystère et cette espèce, ça rend vraiment le personnage encore plus. Ça le rend encore plus vide parce que finalement, tu dis pourquoi il a fait ça alors qu'il semble avoir une belle maison, une belle femme, un gamin. Clairement, le gamin, il peut se permettre d'aller au McDo quand il a plus faim ou qu'il a pas envie de bouffer. Tu dis pourquoi il a tant besoin de cet argent. Finalement, il aime pas. C'est même pas une histoire de dette. Finalement, c'est une histoire de projet. Bien sûr. Donc c'est juste de l'avidité qui finalement le pousse à faire ça pour quelques billets verts et c'est justement ce que McDormand reprendra comme morale à la fin, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est assez particulier. Je me tourne vers toi, Enzo, au lieu d'envoyer des... Ah non, je crois que t'étais sur ton portable, tu m'as fait peur. Si, il y est. Oh le salaud, mais quel canard. Apparemment, il s'est passé des choses au cinéma. Bon, voilà, c'est beau, les salles obscures. Il a regardé 3 films, il a eu le temps. Voilà. Non mais c'est bien, tu profites. Enzo, toi qui as vu ce film il y a longtemps, j'aimerais juste savoir, pour clore, ton avis en fait sur une vision un peu plus reculée. Qu'est-ce que t'en as retenu avec le balai du temps qui a effacé un petit peu ta mémoire? Malheureusement pas grand chose, comme je t'avais dit en off. Ça fait combien de temps que tu l'avais vu? Je l'avais vu en 96, j'étais là le 4 septembre. D'accord. Non, je l'ai vu, je pense, il y a au moins 7 ans, donc je me rappelle, je crois que j'ai des mémoires de la scène de fin, mais je me rappelais juste du combo, voilà.
très tranchant et très sordide que mélange Cohen, donc sordide et en même temps pinçant, assez noir, pinçant plutôt, et je suis d'accord avec ce que tu as dit au début, oui, ces fameuses scènes un peu longues qui les caractérisent. À savoir que, comme tous les films qui vont passer dans cette rubrique, que ça fait souvent partie des films que nous, on a vus dans nos premières heures de cinéphilie, et voilà qu'on va essayer de revoir pour le bien-être de l'émission. Ouais. Mais c'est souvent Fargo, la dernière fois c'était Apocalypse Now, c'est les très gros films de l'histoire du cinéma qui ont marqué, qui ont mis un cap. Et voilà, si vous êtes débutant en la matière et que vous nous écoutez, foncez sur ces films, sur d'autres, sur même ceux dont on va parler après. Ouais, bien entendu. Après, parce que ça sera juste après une petite pause musicale, on se retrouve bien évidemment pour le retour sur les films des vacances avec Evil Dead, Mud, Les Croods, Stalker, Upside Down, Mohamed Dubois, encore une fois, oui, on a vu Mohamed Dubois, Trance et l'hypnotiseur. C'est la honte. Pour dire tu. Hein, oh là là, ça va. Bon, on se retrouve dans 5 minutes et 9 secondes. C'est parti, allez faire pipi, on se retrouve juste après.
Radiohead. La radio étudiante. Et on se retrouve après le petit jam session d'Enzo qui nous a fait ça tranquillement. Voilà, il nous a pondu un petit track comme ça. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment bien. Écoutez, je vous propose de passer tout de suite au box-office. Cette fois, il y en a un, promis. Et maintenant, retour sur la semaine passée avec le box-office. Tandis qu'on a perdu Enzo, on va enchaîner tout de suite avec le début du box-office. Première place est là de mémoire de Cinebdo. Pourtant, ça fait bien une pige et demie que je suis là, que chaque semaine je vous fais part de mes critiques acerbes et magnifiques et blur et magiques. C'est la plus grosse entrée simplement que j'ai jamais vue. Je crois bien, même Skyfall n'avait fait qu'un 1,7 million. Iron Man 3, messieurs, mesdames, mesdemoiselles et vos petits-enfants, 2 64 740 Il le mérite. Places. Et Enzo troll déjà, alors que j'ai même pas fini ma phrase. Ferme ta gueule. Ouais, Donc carrément. Iron Man 3, c'est la grosse sortie box-office de Shane Black avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley en méchant, Guy Pearce en méchant, ouais, etc. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se présenter Iron Man 3 ? Non, je ne pense pas, c'est la suite du 1, c'est la suite du 2. C'est la suite d'Avengers d'ailleurs, techniquement dans l'histoire. Bon, que dire si ce n'est, c'est un blockbuster et ça n'en dévie pas. C'est vraiment dans les codes, ça ne change pas vraiment de tout ce qu'on voit avant. Non. Même une fin qui a déçu pas mal de fans, pourtant, même ceux qui avaient aimé les premiers et les deuxièmes, j'ai beaucoup entendu en sortant de la salle des commentaires assez négatifs sur la fin de ce film. Après, c'est de l'action. Moi, j'ai saigné des yeux pendant 2 heures parce qu'en 3D, ça fait vraiment mal, vraiment. J'ai pas entendu ça. Pourtant, il y a d'autres films qui sont vraiment plutôt bien passés. C'est pas la 3D en elle-même, je trouve qu'il y a une surenchère. Les acteurs sont pas possibles dedans. Gwyneth Paltrow, c'est pas humain, voilà. Même on se permet même de faire du Transformers sur quelques scènes. Donc avec le recul, c'est un film que je déconseille évidemment. Même si Enzo, toi, avec tous les points négatifs, oui, avec tous les points négatifs que j'avais cités la dernière fois. Honnêtement, il fait son job de divertissement, il fait pas plus, il sera très bien, comme je dis, dans les cases horaires de 20h30 à TF1 dans un an ou deux, et puis voilà, c'est ce qu'on lui demande. J'attends la voix d'Evelyne Delia qui va me le présenter. Deuxième, les profs en deuxième semaine qui arrive version 2 millions. Là encore, c'est pas bien glorieux. Je suis désolé. Voilà. Alors, Clément, pour si tu n'étais pas avec nous, en fait, il faut savoir que Max, ici présent, était allé voir les profs et il l'avait conseillé parce qu'il trouvait ça pas trop mal par rapport à toute la poisse qu'on avait faite. Et tu vois là nos auditeurs, 1 900 000 auditeurs. Voilà, 1 900 000 auditeurs qui ont suivi la vie de Max. Sinon, c'est que tu y allais 1 900 000 fois. Voilà, merci, c'est sympa de faire l'effort pour les auditeurs. En tout cas, un film, encore une fois, c'est difficile de parler de ce genre de film parce que de toute manière. Les deux, on les déconseille pas. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est dommage. Ils sont ce qu'ils sont et rien de plus, quoi. C'est même pas. Tu cherches rien, tu n'expérimentes rien avec ce truc au cinéma. Ouais. Tu vas le voir, tu passes un moment vite fait. Je suppose que c'est pour les gamins avec leurs enfants. Et voilà, ça s'arrête là. Bon, après, j'ai pas vu le film, mais je pense aussi qu'il faut que peut-être que Kev Adams grandisse un peu aussi, je pense. Ouais, c'est vrai que il a la vingtaine passée. on a affaire. Dans 5 ans, je sais pas ce qu'il va faire. C'est la grosse tâche du film. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était le gros. Il a été servi par de bons dialogues, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment dommage. Enfin, c'est dommage, non. C'est dommage pour sa carrière. Après tout, on souhaite le meilleur pour ce mec-là. Pourquoi pas. En tout cas, troisième Les Croods, troisième semaine qui arrive à 1 500 000 entrées. Donc le dessin animé qui cartonne. Il y en a eu quelques-uns. Film d'animation. Excuse-moi, non, c'est vrai en plus. Qui cartonne. Alors, on y allait le voir avec Maxime dans un moment de faiblesse et de popcorn. On y allait. Tu en avais fait de bonnes critiques. On aimerait tempérer un peu. Déjà, tu disais que c'était pour tout public. C'est pour enfants.
c'est vraiment pour enfants. En VF, s'il vous plaît, rappelez-le, mes enfants. Ça joue Oui, beaucoup bien sur sûr, le côté mais, infantile pour moi, le doublage français joue beaucoup sur le côté D'ailleurs, infantile en des films parlant d'animation. de VF, il me semble encore une fois que c'est Kev Adams. C'est vrai. mais vraiment, il abuse, quoi. Mais ouais, enfin, de là à dire que c'était le film de ce début d'année, tu me diras, il n'y avait pas grand chose niveau film d'animation. On va relever le niveau tout à l'heure après. Mais ouais, c'est pas folichon. Qui plus est, ce qui m'a surpris dans ton enthousiasme, c'est le fait que l'histoire, pour moi, c'est la même que Rebelle, et Dieu sait que l'histoire de Rebelle était casse-couille. Et Dieu sait que celle-là l'est aussi. Non, c'est plus là c'était Rebelle, c'est totalement elle avait moins de poils, presque égoïste, c'est une quête là c'est vraiment une quête familiale. J'ai dit qu'elle avait moins de poils. Non, vraiment là c'était parce que moi je trouve que c'est un sujet qui est entre guillemets rarement traité, c'est vraiment et de l'évolution et de la famille combinés. Et il était servi par, je trouve, en tout cas, des bonnes vannes. Écoute, je pense que les poils te collent mieux à moi. Voilà, exactement. Quatrième, Les Gamins, 260 000 entrées pour ce film avec Alain Chabat et Max Boublil, s'il m'échappe pas, oui c'est ça. On n'est pas allé voir. Si tu allais le voir, Clément, alors qu'en penses-tu? Mais c'est de la bonne déconne quand même, moi je trouve, c'est pas mal. C'est vrai? Je m'y attendais pas. Tu es viré. Non mais je trouve que c'est pas mal, il y a beaucoup de gags qui succèdent un peu dès le début, c'est vraiment bien je trouve. Après Chabat on le retrouve un peu quand même parce qu'on l'avait perdu dans Turf je crois, c'était merde ça. Bon. On le perd bien avant. Et non, c'est vraiment amusant, moi je trouve. Boublil, bon ça va, il tient son rôle, il est amusant quand même. Après c'est vrai que ça s'effiloche un peu dans la seconde partie du film où on rentre un peu plus dans la case de comédie française à la con. Mais non, mais ça va, c'est pas mal. C'est une bonne comédie, quoi. C'est une bonne comédie. Chabat sauve vraiment le truc ou... Non, il sauve pas, parce que le duo est bon quand même. Après, c'est vrai que le reste autour, c'est un peu le désert, mais ça va, il y a des bons gags. Et puis, non, c'est bien, c'est plaisant. C'est un bon moment, quoi. Un bon moment. Sans non plus péter la baraque, mais c'est pas mal. Ok. Cinquième, La Cage Dorée, 244 000 entrées. Cinquième, L'écume des jours. Non, tu es sur la semaine du 24. Cinquième, La Cage Dorée. Merci. Cinquième, La Cage Dorée, 244 000 entrées. Donc un film portugais qui n'évite pas l'écueil du cliché communautaire. Max. Ouais, oui, même pas. Enfin, j'ai pas vu l'intérêt du film. Tu l'as déjà oublié, je suppose. Oui, oui, un peu, mais j'ai pas vu l'intérêt du film en fait. Ils auraient pu faire ça avec des Bretons, ça serait revenu au même. Hein, d'accord. N'y allez pas. Bon. Voilà. Mais il y a Paoletta quand même pour les dernières secondes du film, il me semble. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Si on veut il y a une phrase. Il sauve le film. Sixième, donc l'écume des jours en 208 000 entrées. Donc évidemment l'adaptation du roman de Boris Vian avec Romain Duris, Audrey Tautou, dirigé par l'excellentissime Michel Gondry. Une bonne adaptation. Il y avait Kenzo parmi nous qui avait lu le bouquin et donc qui pouvait faire le côté c'est pas comme dans le bouquin. Ah non, j'ai pas vu ça. Non, bien entendu, mais c'est parce que souvent c'est le même genre de critique. On est là pour critiquer des films, et en ce qui concerne le film est bon. Évidemment, c'est très gondresque, on va dire. On retrouve l'influence de La Science des rêves, notamment. Dans ce film, donc on retrouve ce côté un petit peu kitsch, ces côtés effets spéciaux lunaires de Gondry. Un peu daté aussi, avec le stop motion. Ouais, voilà, des choses simples mais efficaces qui tranchent et qui montrent encore une fois que là est le vrai amour de Michel Gondry, c'est dans ces films un petit peu romantiques. Un petit peu burlesque, qui sont toujours très très bons, mais qui a quand même prouvé que grâce à des Green Hornet, grâce à des Soyez sympa embobiné, qui peut faire à peu près tout ce qu'il veut, ce cher Michel. Et donc The We and the Eye en Blu-ray cette semaine, allez-y. Ouais. Donc d'ailleurs au MK2 Bibli ils ont toute la DVD tech de films de Michel Gondry plus des Oreos, donc c'est parfait. Septième, Mud, 194 000 entrées, qui ne fait que 194 000 entrées quand même. Donc là on a affaire à un des gros films dont on voulait parler lors de cette émission. Donc un film réalisé par Jeff Nichols avec Matthew McConaughey, Ty Sheridan, Jacob Lofland. C'est normal, ces deux derniers noms ne vous disent rien puisque
Nous avons là affaire à des enfants et Reese Witherspoon. Donc un joli pitch, une vraie belle histoire, celle de deux gamins du comment dire Max. Non, je Maxime. viens d'avoir une vanne quand t'as Allez, vas-y. parlé de Reese Witherspoon. J'aurais bien Witherspoon, moi, en tout cas. Bon. Non, mais parce que je l'ai vraiment trouvé fraîche. Mais... D'accord. Allez. Ok. Bon. Ça laisse. En tout cas, un joli pitch, celui de deux gamins d'une ville un peu bouseuse, on va dire, du Mississippi, qui vont, par-delà leur pérégrination, trouver un bateau vide, mais pas tellement vide, puisque dedans, il y aura Matthew McConaughey. Ils ont quand même de la classe, parce que moi, tomber sur Matthew McConaughey dans un bateau vide, je trouve ça plutôt cool. Dans un arbre. Donc, le dénommé Mud, qui a besoin de leur aide pour essayer de s'échapper, vu qu'il aurait tué un homme qui se serait pris à son amour d'enfance qui vit dans la région. Donc, une vraie belle histoire, et là est le principal attrait du film, et c'est vrai que ça a été le bon truc du film quand même, le bon élément, c'est que on a affaire à une belle histoire, un bon scénario servi par de bons acteurs. Donc déjà on a affaire sur un socle solide, et c'est quelque chose, on a affaire vraiment à une espèce d'émerveillement tout le temps, et c'est cet émerveillement en fait qui va être un petit peu détruit par différents événements du film, et qui va faire tomber le film non pas dans une noirceur, mais on va dire dans une maturité. Le film, en même temps que son personnage principal, qui n'est pas tellement Mud finalement, mais qui serait plus Ellis, le gamin, qui serait voilà une espèce de plongée dans la maturité. Il me semble que tout au long du film c'est ça qu'on ressent, et c'est ça qu'on ressent via notamment certaines déceptions, certaines désillusions, certaines violences faites aussi. Et ce serait trop simple d'assimiler ça à un passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. C'est juste une leçon de vie. Ouais, je pense que ça, c'est une tranche de vie. Une tranche de vie qui a façonné ce garçon, en fait, finalement. Ça serait prendre la vie de quelqu'un et de voir qu'est-ce qui a façonné sa vie. Pour lui, c'est cet événement qui est un petit peu spectaculaire, extraordinaire presque. Mais qui fait passer ce jeune grimpeur dans les arbres à quelqu'un de relativement mature, et qui arrive à prendre du recul. C'est ça aussi, c'est la prise du recul du personnage tout au long du film. Donc Maxime, je vais commencer par toi. Tu as beaucoup aimé ce film. Écoute, moi ce que déjà j'ai trouvé assez impressionnant dans le film, c'est le fait que il y a cette espèce de construction. L'histoire se passe autour au long du fleuve Mississippi, et il y a cette espèce de construction aussi dans l'histoire, si je peux me permettre l'image, c'est que en fait chaque morceau de l'histoire ressemble un peu à un petit affluent qui va mener à la grande histoire, et voilà, pour moi j'ose comparer ces bouts de delta qui servent. Non, on le fait pas. En fait, ces bouts d'histoire qui servent la quête principale, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même beaucoup un film d'aventure aussi. C'est là où c'est assez intéressant. On se retrouve dans cet esprit du Sud qu'on avait déjà adoré avec Enzo dans Les Bêtes du Sud sauvages. Il y a cette espèce de côté mi-crade, mi-nature, Molette. Mi-molette, évidemment. Même si c'est plutôt nordique, pour le coup. Mon Dieu. Et voilà, il y a cette espèce d'inspiration de Mark Twain. Enfin, il y a un petit côté Tom Sawyer chez les enfants qui se ressent évidemment, et c'est un peu ça qui m'a plu, puisque je suis un très grand fan de Tom Sawyer. Je crois qu'il y a des enfants. Oui, non, mais je préfère Tom Sawyer parce que c'est l'Amérique, donc voilà. C'est assez impressionnant, et après je trouve que c'est servi par une réa qui se met pas spécialement trop en avant, une mise en scène qui se met pas forcément en avant, mais qui se fait suffisamment présente pour que tout le scénario soit efficacement représenté à l'image. Il y a des accélérations de rythme quand il le faut, il y a des changements. Moi je trouve que c'est assez bien foutu. Il y a une scène de gunfight finale qui est assez incroyable, je trouve. Elle m'avait fait penser à celle qu'on a dans Butch Cassidy and the Kid. Merci, Butch Cassidy and the Kid de George Roy Hill avec Paul Newman et Robert Redford. Donc un film des années 70. Et un vélo. Et c'était assez... je trouve cette scène vraiment, vraiment forte.
En plus, il y a ce petit côté, bon, je me permets le spoil, il y a ce petit côté happy ending à la fin qui m'a pas spécialement dérangé. Je trouve que ça permet d'aller vers autre chose que la noirceur dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est bien aussi que tous les films ne se plongent pas dans une espèce de fatalisme duquel on n'arrive pas à sortir depuis 10 ans. J'ai l'impression que les bons films depuis 10 ans, c'est les films fatalistes. Et c'est bien qu'on passe un peu à autre chose. Et d'ailleurs, il y a un excellent article dans les Cahiers du cinéma du mois d'avril là-dessus que je vous conseille. Et oui, c'est bien qu'on passe à autre chose, et c'est là où le film m'a vraiment épaté. En plus, McConaughey, pour moi, fait une performance extraordinaire. Il y a un des deux gosses qui a joué aussi dans The Tree of Life. Alors forcément, en tant que fan, je me sens touché au cœur. C'est mignon. Voilà, Jeff Nichols, c'est son 3e film après Shotgun Stories et Take Shelter. Take Shelter qui avait déjà été acclamé par la critique. Et d'ailleurs, j'ai vu que, petit point news, j'ai vu que Jeff Nichols avait prévu certainement de faire un film en studio bientôt, enfin un film avec un studio, avec la Warner, il me semble, un film de science-fiction. Écoute, j'espère qu'il arrivera à maîtriser les producteurs de chez Warner, et ce sera la preuve que en effet c'est un très grand réalisateur de 34 ans aujourd'hui. En tout cas, on a affaire, certes, un grand réalisateur, Maxime, mais c'est pas l'avis de tous. Alors évidemment, tu ne descendras pas ce film, Enzo, j'en doute. Non, je vais pas me faire ramener chez moi après. Mais tu n'as pas autant aimé ce film que nous, j'ai l'impression. Oui, pas autant que Maxime, c'est sûr, mais Maxime, il est perverti, nous le savons. C'est dû notamment à quelques trucs. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu as fait la comparaison un peu avec le style des Bêtes du Sud sauvages. Sauvage. D'accord. Oui, j'ai une amie portugaise. Le truc, c'est que... Et le problème, voilà, c'est que il manque le truc que t'envoies des textos. C'est ça. Voilà. Il manque le truc qu'il y avait dans les Bêtes du Sud, c'est l'émerveillement en fait. Et le problème, c'est qu'on n'est pas transporté dès le début. Moi je trouve qu'il y a une putain d'idée de fascination, mais vas-y, peut-être, mais pas d'émerveillement, c'est-à-dire qu'il manque le côté je dirais magique. Bon, pour le coup il était très, très fort dans les bêtes, mais au moins c'est-à-dire que les enfants ici sont représentés vraiment comme des papas, quoi. Enfin, ils ont aucune sensibilité d'enfant. Parce que justement, il faut préciser, c'est pas des enfants, ils ont 14 ans quand même. Enfin, mais c'est pas. Elle a 6 ans dans les Bêtes du Sud sauvage. Non, mais je suis d'accord. Okay, mais quand on les voit dans le bois, est-ce que toi vraiment, enfin, on les voit s'amuser 30 secondes sur le bateau, et encore, c'est même pas s'amuser. Et je veux dire, il manque ce côté. Parce que il serait peut-être malvenu. Il serait peut-être malvenu dans le sens où il y a toute une pression des parents, etc. Les parents qui travaillent, qui divorcent, etc. Il y a le deuxième gamin n'a plus de parents, il vit chez son oncle. Et puis surtout, voilà, c'est ça. C'est pas un film d'émerveillement, c'est un film de désillusion. Et justement, dans le bateau, la première chose qui se passe, c'est qu'ils trouvent des affaires qui prouvent qu'il y a quelqu'un qui habite ce bateau. Et il y a cette espèce de... C'est pas réellement une angoisse, mais il y a cette espèce de mystère qui plane autour d'eux, de doute un peu toujours. Ils savent pas réellement, ils sont jamais tellement sûrs de leur choix. J'ai justement trouvé que, en tout cas concernant les deux gamins, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sûrs d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne doutent pas. D'ailleurs, ils ont un peu ce côté agaçant. Alors là, c'est que personnel, mais c'est vrai, je le trouve, pour ceux qui regardent Walking Dead, ils ont un peu cette fâcheuse tendance à être agaçants comme le gamin de Rick. Ouais. Oh, les enfants cow-boys, quoi. Je suis trop le killer, il a 9 ans, le mec. Voilà. Donc ils ont un peu ce côté-là qui était un peu rébarbatif dans ce film, mais c'est surtout que normalement dans un film, c'est-à-dire qu'on passe au début on est comme ça et puis après on a changé, on devient ainsi à la fin, et c'est-à-dire que là les personnages à la fin on les retrouve donc avec une expérience supplémentaire, donc peut-être on pourrait parler, comme tu l'as dit au début, ils ont peut-être plus matures. Le problème c'est que ce passage à la maturité, moi j'ai pas trouvé aussi marqué que ça, c'est-à-dire qu'au début ils étaient déjà blasés, ils étaient déjà assénés du divorce de leurs parents, du fait que l'autre n'a pas de parents même. Et pour le coup, à la fin, ça revient au même. Non, pour moi, la scène de fin montre clairement que de cette désillusion dans laquelle ils étaient un petit peu bercés, et l'espèce justement d'un fatalisme de je vais vivre une vie de merde et je vais travailler comme un bouseux toute ma vie. Et il y a cette petite lueur, et dans les yeux du gamin, tu vois que
ça peut aller, quoi. Ça va aller, il y a des chances. Et justement, pour moi, ce qui prouve qu'ils vivent dans une désillusion, c'est que ce qui lance la quête, c'est justement une illusion. C'est-à-dire qu'ils se décident à aider Mud parce qu'ils sont persuadés que le couple est follement amoureux. Et c'est grâce à ça qu'ils vont c'est grâce à ça qu'ils vont se lancer. Et pour moi, c'est justement parce qu'ils essayent, avec leur naïveté d'enfant, de s'accrocher à une illusion qui est montrée au spectateur, comme quoi c'est réellement une illusion, parce qu'on voit très bien que Reese Witherspoon, c'est une traînée et qu'elle en a pas grand-chose à foutre de Mud, même si on a quelques doutes par moment. Il y a cette espèce de lancement de la quête qui passe pour moi par l'illusion, qui fait que on sait, on suppose en tout cas qu'ils foncent droit dans le mur. Et en effet, comme on n'est pas du point de vue réellement des enfants, parce que la narration est un peu plus omnisciente, j'ai envie de dire, que dans Les Bêtes du Sud sauvage, on sait évidemment que voilà, il y a un risque dans ce qu'ils font. Je l'ai trouvé plutôt prévisible sur ce côté-là, d'où le non-prise de... Enfin, on n'est pas émerveillé à chaque scène, quoi. On sait ce qui va arriver plus ou moins après. Une sorte de lassitude. Voilà. Mais même pareil pour la fusillade. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu d'exceptionnel. Je vous aime quand même. Mais... Enfin, c'est gentil. C'est voilà. Gentil. Voilà. Bon, mais en un tout film cas... sympa quand même. Voilà. Ouais, tu veux pas... C'est un film sympa, mais écoute, ça risque dénote. de te dire que c'est un de mes films de l'année. Voilà. Ouh là là. Ouh là là, il y a prise de risque là. Je note qu'il y a prise de risque. Schisme. Bon. Messieurs, je vous propose d'enchaîner. On va voir si on va pouvoir se remettre d'accord sur un autre film peut-être. En tout cas, ça va être le moment chat noir, voilà, le moment de la honte. Puisque juste après Mud, il y a finalement que 8000 petites places, 8000 petites personnes qui ont décidé de ne pas aller voir Mud et d'aller voir plutôt Mohamed Dubois, donc qui est en 185 000 entrées. C'est pas beau. Je rappelle qu'on m'a reproché d'aller voir La Cage d'Or. Bon. Toi, c'est les Portugais. Moi, c'est les musulmans. Donc, Mohamed Dubois, une comédie française réalisée par Ernesto Ona avec Éric Judor. Et le reste, c'est pas vraiment important de le préciser. Non, si, quand même. Sabrina Ouazani, Youssef Hadji. Pour le coup, vraiment, le reste, c'est pas terrible. En tout cas, on a affaire là un pitch un peu particulier. Mohamed, non. Arnaud Dubois, justement, est né dans le 16e et est persuadé qu'il a un père musulman. Et d'ailleurs, il arrive à le retrouver et finalement, il est musulman. Et donc, il va dans la Tessie voir ce qui s'y passe, essayer de percer en banlieue. En reprenant un faux nom qui n'est pas Mohamed Dubois d'ailleurs, mais qui est Mohamed Bouchouche. Voilà, donc un joli pitch. C'est vrai qu'on l'a vendu comme très très mauvais, et peut-être à raison, une bande-annonce qui était vraiment pas folichonne. Il faut quand même éviter de prendre ce film pour un navet pas possible, une connerie monumentale. Il y a quand même 2-3 gags qui marchent. La réalisation a l'avantage d'être un minimum, alors bien entendu, si vous avez vu ce film, je pense que vous me frapperiez, mais c'est un minimum dynamique. Il y a quelques bonnes idées, on peut... Voilà, par rapport à tout ce qu'on en a dit, franchement, c'est pas si terrible que ça, évidemment. Alors, c'est vrai que souvent, on flirte un petit peu avec la frontière du bon goût. C'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué quand même, parce que du coup... T'as tendance à faire de la banlieue une espèce de parodie de ce qu'elle est, chose qu'évitait par exemple des films style Les Caïras, quand bien même c'est surprenant. Mais j'avais plus peur d'avoir affaire à une banlieue telle que de l'autre côté du périph'. Ouais. Ça va, c'est pas, justement au contraire, c'est pas, on n'a pas que des délinquants, on n'a pas que, c'est une banlieue complète avec de la vie, avec tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il est drôle au moins? Oui, est-ce que le film est drôle? Il est drôle par moment, heureusement qu'il y a Eric. Si tout autre acteur que Eric, Judor serait évidemment malvenu.
il aide parce qu'il a un potentiel comique naturel. Voilà, l'affiche est drôle déjà, faut le dire. Voilà, en voyant sa tête. Voilà, c'est tu rigoles parce que sa tête, tu rigoles. C'est un petit peu comme quelqu'un qui sort une vanne, tu rigoles, et il fait pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est la manière dont tu l'as dit. Bah, c'est exactement ça. Voilà. C'est t'as affaire, voilà, c'est un petit show Eric qui, on sent que le réalisateur a essayé d'éviter un petit peu ça, mais c'est pas terrible quand même. Évidemment, c'est pas un film que je conseille, mais c'est pas un film non plus que je vais descendre tel que il y a tant de films. Arrête de pleurer. Voilà, Arrête de pleurer, Pénélope, par exemple. Qui reste moi ma pire expérience. Je vous déteste, messieurs les auditeurs et mesdames les auditeurs, pour m'avoir forcé à voir ce film qui était affreux. On enchaîne avec Evil Dead, 171 000 entrées pour le remake du film d'horreur de Sam Raimi de 81, s'il me semble, non 82, avec de nouveaux acteurs, un nouveau réalisateur, juste Sam Raimi à la prod, et nous avons affaire, messieurs, je ferai que je fasse un petit jingle pour ça, à la bouse de 2013, voilà, ça y est, on l'a. La bouse de 2013, super, tu fais un prout au micro, très mature, monsieur Enzo. Donc, Evil Dead. De stagiaire déjà. Donc, Evil Dead, film réalisé par Fede Alvarez. Le pitch, c'est quelques jeunes qui vont essayer de faire une désintox à une nana, et évidemment ils vont trouver dans les sous-sols de la cabane le livre de l'enfer. Et franchement, s'ils avaient pu faire du gore avec un cure-dent, ils l'auraient fait, parce que c'est le principal défaut de ce film, c'est que on a affaire à du gore sans aucun fond. J'aime bien, moi, des fois c'est sympa, mais là vraiment c'est téléphoné, c'est-à-dire qu'on sent véritablement les caméras qui se tournent, le contre-champ avec le mec qui avance, les lumières qui flashent, mais c'est prévisible. C'est visible à 100 mètres. Une petite quand même dédicace avant, c'est vraiment pas un film à voir, une petite dédicace à Jane Levy, non pas parce qu'elle joue bien, mais parce qu'elle doit bien se prendre 20 minutes en fin de film de pluie de jus de grenadine ou machin, parce qu'en fait il pleut du sang, et donc ça devait puer la mort, ça devait être affreux à tourner, en plus ils sont dans les bois, elle est trempée, d'ailleurs super truc, pour éviter d'avoir à refaire en permanence le costume de la robe en fait il la change, mais elle se change alors que tous ses potes sont morts. Elle décide de changer et de mettre une robe. C'est normal, Robin. Pour partir. Et elle met une robe rouge. Comme ça, la pluie rouge, ça se voit pas. Oui. Et on n'a pas à refaire le costume. Super. C'est horrible. Donc c'est vraiment affreux. C'est réalisé comme un cochon avec les pieds. Et pour le coup, les effets spéciaux de 80 faisaient plus peur. Et c'est dire que si vous avez vu le film Evil Dead, ou si vous comptez le regardez l'original, c'est vrai qu'on rigole plus maintenant, parce que les effets spéciaux sont un peu les effets spéciaux sont un peu particulièrement moches, mais ça a le mérite au moins d'avoir une vraie ambiance et de rendre des choses vraiment osées pour l'époque, en tout cas, même si aujourd'hui évidemment c'est des choses qui sont rentrées dans les lieux communs du cinéma d'horreur, mais à noter quand même que le Sam Raimi de 82 reste un super film. Messieurs, je vous propose d'enchaîner avec un autre film qui a pas fait énormément d'entrées, et c'est vraiment dommage. C'est Stalker, qui reste 55 000 entrées, donc qui est à la 15e place. Ouais. Stalker, donc c'est vraiment dommage, donc puisque c'est un film américo-britannique, mais je serais tenté de dire quand même sa production, coréen. De Park Chan-wook, le réalisateur de Oldboy, qui a emmené son directeur photo, donc Chung Chung-hoon, mais qui le reste du cast, le reste du cast évidemment est américain, avec Mia Wasikowska. Ils ont pas été sympas avec toi. Voilà, Nicole Kidman et Matthew Good. Le film va se reposer sur ce trio majoritairement. Le pitch du film, très très simple. Mia donc Wasikowska, qui est India Stalker, et je l'appellerai par ce nom-là dorénavant. India Stalker voit son père mourir. Nicole Kidman, donc sa mère Evelyn, est éplorée, et arrive un oncle un petit peu chelou qui va rendre les choses à la maison un petit peu
étrange. Donc vous avez sûrement vu les affiches, c'est vrai qu'il y avait pas mal de pubs étonnamment pour ce film. Les affiches étaient vraiment très sympas, sobres, efficaces. On sait pas trop à quoi s'attendre en regardant l'affiche. Est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est un thriller, est-ce que c'est on va voir quoi, un polar? C'est difficile de classer le film, on le garderait quand même dans un thriller, mais un thriller assez familial et finalement un thriller qui se passe dans une courte durée et qui a le mérite d'avoir des éléments très denses. Faut juste signaler que le scénario, à ma grande surprise en voyant le générique, est signé Wentworth Miller en grande majorité, donc l'acteur principal de Prison Break. De l'époque, c'est son premier scénario, bravo, mais ce qui se distingue malheureusement, alors c'est vrai qu'on peut le glorifier pour le scénario, c'est un super scénario, mais la palme de ce film revient à la réalisation et à la photo, et c'est vrai que justement il n'y a pas photo, la réalisation est assez énorme vu que dès le générique finalement on a affaire à une claque, on sait qu'on va se prendre une claque. Enzo, on l'a remarqué toi et moi, j'ai déjà eu des frissons dès le début. C'est vrai qu'on a affaire à un générique tout en pause avec des images qui prennent pas sens évidemment, qui prendront sens en fin de film. Donc avec des pauses, des images assez coupées, des effets dans les noms, dans la calligraphie qui sont voix off aussi, je crois. Une voix off qui est assez particulière. Donc tout un tas d'éléments qui se font pas trop pour un générique et qui prendront sens, voilà, et qui ne restent visibles aux spectateurs, compréhensibles en tout cas, qu'à la toute fin. Et je disais, la réalisation est le gros point fort, et c'est vrai que dans les angles de caméra, les lumières, les plans, etc., on a affaire vraiment à un film vraiment d'exception, puisque sans ça, j'ai l'impression que sans réalisation, justement c'est pour ça que le scénario, je disais qu'il était bon, mais la réalisation fait que les personnages ont une profondeur, c'est-à-dire que par la réalisation, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, par la réalisation tu as une facette du personnage en plus, simplement dans la manière dont est filmé, et j'ai l'impression qu'on avait un peu perdu de vue avec toutes le traitement d'image, couleurs, montage, etc. On avait oublié l'angle de la caméra au départ, comment filmer les gens. Et du coup, on se retrouve avec des dialogues, avec des situations où les dialogues sont pas des champs contre champs, mais des affaires de rotation de caméra, des affaires aussi d'utilisation des éléments de la scène comme éléments de réalisation, sauf que tu t'en rends pas compte tout de suite. C'est-à-dire que genre la caméra tourne autour de la fille, donc tu te dis ça donne une impression de profondeur, de doute, d'oubli, et la caméra se dessert progressivement et tu te rends compte qu'elle est sur un tourniquet, et finalement la caméra ne faisait que tourner autour du tourniquet, ce qui donne un effet assez étrange. Et donc c'est tous ces petits éléments qui font que ça m'avait rarement frappé ces dernières années qu'un film, voilà, je me dise ok, c'est une réalisation de ouf dès les 5 premières minutes. Si tu ne vois que ça, tu ne vois que la réalisation qui est exceptionnelle. Enzo, je sais pas si tu as d'autres petits... tu as tout dit là. Voilà, c'est pour ça que je t'envoie un petit peu sur les jeux des personnages, et notamment de Mia, donc d'India Stalker. Double pouce en l'air pour qui est énorme. Exceptionnel, je ne la connaissais pas avant, à vrai dire. Je n'avais pas vu ses boosts d'antan. Mais là, il fait Restless. Ah, pardon, excuse-moi. Gus Van Sant. J'ai tapé Maxime. mais là, pour le coup, elle mériterait tout mon amour, je dirais. Ouais. Et ça, il n'y a rien de... C'est vrai que, oui. Petite question, le film se déroule en huis clos, du coup? Quasiment. L'intrigue, en tout cas, est en huis clos. Ouais. On a quelques... on a quelques scènes en dehors. Mais d'où l'importance et l'intérêt aussi de réaliser, de choisir des angles vraiment forts, marquants pour pas y revenir, et aussi pour que voilà et aussi pour dynamiser, je pense, toute l'intrigue qui est aussi dynamisée par de nombreux raccords. On l'a pas dit, mais il y a des raccords monumentaux. Dans le et des quelques images que j'avais vues aussi, j'avais vu que les décors avaient l'air assez épurés, voire quasi abstraits. Peut-être que je me trompe, il me semble. Je pense surtout à la balançoire, je crois, qui est en extérieur, ou la balancelle. Est-ce que tout le film, voire la mise en scène, se base un peu là-dessus, ou est-ce que des fois ça tend plus vers le sophistiqué? Enfin, a priori, ça tendrait plus vers le sophistiqué, vu... Plutôt, Enzo, tu... Non, plutôt, des décors plutôt sophistiqués. C'est pas une baraque, une sorte de une sorte de chalet, je sais pas. C'est entre un manoir et une villa. Un manoir plutôt chaleureux. Bizarrement, contrairement à ce que l'affiche
pressant, c'est pas du tout. Oui, on n'a pas du tout affaire à des recoins sombres, machin. On sent il y a un peu, mais c'est quand même très coloré. La lumière vient toujours sur les personnages. Il y a pas de, ils surgissent pas de l'ombre, au contraire. C'est un peu gothique ou non? Non, ça reste. C'est un peu victorien en fait, dans le style. Et c'est vrai que le fait que c'est mis justement en emphase par le fait que ça soit en huis clos, mais le fait que tu restes dans la maison et tu restes finalement avec 2-3 personnages fait que tu fais tellement vide autour du reste que l'intrigue pourrait se passer en 1880, c'est pareil. Ça pourrait se passer en 1920, c'est pareil. Il y a un côté très très rétro, et justement ce que je trouvais très victorien, ça fait très 19e siècle, ou peut-être même, si on veut fouiller, un peu pendant la première ou la seconde guerre mondiale, tu sais, dans ces familles dont le père est amputé, où là il reste plus que la mère, plus un garant, etc. Et donc on a ce côté là, et il faut attendre vraiment la fin du film pour sortir, ou quelques éclipses pour te faire souvenir que, en effet, le monde existe. C'est intéressant en tout cas que. Vas-y, je t'en prie. C'est juste pour signifier que la bande-son est également exceptionnelle. Clint Mansell. Clint Mansell, voilà. Clint Mansell pour la musique originale, mais aussi des choix de musique extérieures, certains opéras et certaines musiques modernes qui, pour le coup, sont parfaitement en accord avec les images, et ça fait toujours plaisir. C'est pas toujours le cas. C'est bien, moi j'allais dire que c'est bien qu'il ait réussi à emmener son directeur photo dans les studios, quoi, parce qu'il aurait pu se voir obligé d'avoir une équipe 100% américaine. Et au final, il a amené, à mon avis, la fraîcheur du cinéma de Corée et du cinéma d'Asie. Et d'ailleurs, à ce propos, pour clore le sujet, je recommande évidemment Old Boy, qui est un monument de film et qui est un de ces rares films qui te font taper le cul par terre à la fin. C'est toujours agréable. Je te fais marrer, je te fais taper le cul par terre, c'est ça? Ça fait toujours plaisir, une petite vanne de la classe américaine en plateau. Mais non, enfin. C'est Les Affranchis. Les Affranchis, oh oui, je sais pas pourquoi j'ai pensé à la classe américaine. Parce que c'était dans le style. Parce que c'est toujours. Ouais, c'est vrai que c'était un peu dans le style, mais. Oui, ils sont toujours de la classe américaine. Oui. Bon, en tout cas, il reste un film qui a à voir, évidemment. Enfin, qui reste à voir. Ou pas. Enzo, ça va être à toi de me le dire. C'est Upside Down. Upside Down. Juan Solanas. Voilà, Juan Diego Solanas, film qui est sorti donc relativement récemment, avec Jim Sturgess et Kirsten Dunst et Timothy Spall. Et évidemment, Upside Down, c'est une super idée qui est gâchée, comme on pouvait s'en douter. Exactement. L'affiche le pressant, ces fameuses couleurs orange bleutées qu'on ne cesse de voir partout. Pour le coup, c'est mauvais, mais on s'en rend compte qu'à partir de la 7e minute. Et oui, il y a un petit suspense. Oui. Quoique au début, j'avais des réticences, puisque ça commence comme d'habitude sur une voix off, bien évidemment. C'est tellement bateau. Je ne sais même pas par où commencer. On pourrait commencer par l'histoire d'amour niaise, très 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 niaise. Le film, je pourrais vous le résumer très simplement en 2 heures de clip MTV pour ceux qui lisent, puisqu'on enchaîne un peu les musiques qui ont aucun lien et aucun sens avec l'histoire ni avec l'image, en fait. C'est-à-dire que donc il y a un moment mélancolique. Donc on met la dernière musique à la mode où il y a une guitare solo. Il y a des pleurs, donc tiens, on va mettre piano violoncelle, ça marche toujours. Et puis pour le coup, on enchaîne. Il n'y a jamais de moment où il y a du silence, où les dialogues ont une importance, parce qu'on sait très bien que la musique va extrapoler le peu de sentiments que les acteurs essayent de faire passer, quoi. Donc on a vraiment des dialogues très très creux. On a une histoire, donc on sait où elle va. Alors c'est vrai, on est émerveillé par cet univers que nous propose Solanas, puisqu'on a donc, j'ai pas fait le pitch, mais en gros on a 2 mondes qui ont leur propre gravité et qui cohabitent l'un près de l'autre. Et on a une histoire d'amour qui se lie entre 2 personnes des 2 mondes différents. J'allais dire, c'est un peu le syndrome Andrew Nichols, de la bonne idée et de la réalisation gâchée, mais ça a l'air un peu... Enfin, pas gâché, mais... de la réalisation qui se perd, mais ça a l'air même pire que ça encore. Justement, parce que le début, c'est donc je n'attendais rien de l'histoire, bien sûr, mais c'est vrai que je m'attendais à une petite réalisation, un truc qui change, parce que Solana, je l'avais vu dans un court-métrage que je vous conseille, Un homme sans tête, qui avait fait un carton.
au niveau de la critique en tout Mhm. cas. Et on retrouve quand même ce style un peu, parce que on peut croire que c'est un blockbuster, enfin ça doit sûrement être dans la production on va dire, mais Bah, l'image justement, est plutôt Ouais, faut en chercher plutôt quand même, crade, enfin plutôt peu travaillé je veux dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas du HD ready XXL 720p et tout. Ouais, c'est plutôt baveux. Et c'est plutôt des couleurs baveuses, ouais. On dirait un ancien jeu vidéo presque. Et ouais, mais c'est pas ça qui gêne le plus. Vraiment, c'est les acteurs qui ne servent pas. Même Pourtant, si Kristen Dunst, je l'aime. ouais. Pourtant, Jim Ouais. Sturgis et Kristen ouais, Stewart, pourtant- ça pouvait. Oui, en plus, pourtant, Jim Kristen Sturgis, Dunst. c'est vraiment son credo, ça, les romances comme ça. Mhm. Mais oui, enfin, il fait ce qu'il sait faire, mais c'est mal. c'est pas de mon goût, voilà, pour le coup. Bon. Et je voudrais conseiller quand même, parce que quand on déteste quelque chose, il faut conseiller quelque chose de bien pour les auditeurs. Et je voudrais conseiller un film qui est passé totalement inaperçu. C'est un court-métrage qui avait été nominé aux Oscars 2013. En Merci. termes de romance. Et qui était passé inaperçu parce que Disney a gagné forcément. C'était Heads of Over Heels. Je vous conseille de chercher dans les nominations Oscar 2013, qui pour le coup avait le même concept. C'était un couple qui était séparé. Bon, je vous fais le pitch avec des grosses mains, hein, mais qui était séparé par la gravité. Sauf que plagiat, le concept, plus ou moins, mais en tout cas, c'est que là, le concept de cette idée de différentes gravités servait l'histoire, dans le sens où cette distanciation au niveau gravitationnel, attention, on fait de la physique, servait à montrer que le couple en fait était en mauvais accord et était divorcé, et le but du film était de montrer qu'ils allaient se retrouver sur la fin et tout. Enfin, En fait, Upside Down, c'est une bonne idée de départ, quoi. Et c'est une après, bonne idée de mal départ, mais exploité, ils font quoi. rien avec. Ouais. En fait, c'est vraiment c'est un concept, mais qui ne sert à rien. C'est pour justifier. Ouais, dommage. On de en faire aura une vu nouvelle pendant romance. cette émission des bons Ouais, concepts voilà. qui... C'est juste pour faire une romance, en fait, ça n'a aucun sens. Sinon. Bon. Bah écoutez, messieurs, on avance. Sortie de la semaine, c'est parti. La pause est finie. Place aux analyses des sorties de la semaine. Évidemment, les sorties de la semaine, et on commence tout de suite avec Trends, le nouveau Danny Boyle. Donc le Danny Boyle nouveau est sorti. Danny Boyle, vous connaissez évidemment, c'est Trainspotting, Petit meurtre entre amis, 28 jours plus tard, Sunshine, Slumdog Millionnaire, 127 heures, bref. Tout un tas de films qu'on connaît, qui sont inégaux, qui plaisent à certains, qui plaisent à d'autres. C'est la force, c'est la force de Danny Boyle. On n'est pas là pour faire ses anciens films, mais c'est de chercher aussi de nouveaux spectateurs. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas. Il touche à tous les genres. Il touche à tous les genres. Et alors, Enzo et Max, donc vous avez vu ce film, et Clément aussi. Donc avec James McAvoy, Rosario Dawson et Vincent Cassel, quel genre il touche? Et je vais te demander à Max parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Oui, bonjour, je suis là. Il touche au thriller. Ouais. Voilà, c'est simple. Bon, c'est... Comment dire? J'ai vu pire et j'ai vu mieux. Ouais. Voilà. Que ce soit de Danny Boyle, de James McAvoy, de Vincent Cassel. Voilà, j'ai vu pire et j'ai vu mieux. Donc... Après, bon, c'est quand même un film qui m'a plu dans l'ensemble. Le côté thriller fonctionne. Il nous perd dans une histoire. C'est à la fois une histoire d'amour et en même temps une histoire de gangster. Je vais pas trop en dire, mais Ouais. c'est le problème avec ces films, c'est qu'on veut pas trop spoiler. Ouais. À la fin, il meurt. Bon. Qui meurt. Pour le speech, juste le début, c'est l'histoire de. En gros, c'est un braquage dans une salle de vente où on vend aux enchères des œuvres d'art. Je sais pas si c'est que des tableaux. En tout cas, là, l'histoire tourne autour d'un tableau. Et donc il y a un braquage à ce moment-là, et puis on se rend compte que le personnage de James McAvoy est lié au braquage assez rapidement, on s'en rend compte. Et ce braquage ne tourne pas très bien. Tu viens de gâcher la première demi-heure, merci. Non mais. Il reste plus grand chose. Mais oui, mais justement, est-ce que là on. Bah non, mais le petit. J'en dis pas Non mais plus, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais mais je vais le taper après. du coup, après
Est-ce qu'on se dirige pas vers un film policier un peu britannique donc Non, pas du tout, non, il nous écarte de ça Il y a très une rapidement. grande dimension hypnotique un peu dans le film, D'accord. qui est vraiment importante. D'accord, bah dis-moi plus du coup. Bah moi j'ai plutôt bien apprécié, même si bon je trouve qu'il a voulu trop en faire, je trouve Danny Boyle. Ouais. Il a voulu trop faire de twist et ça tue le twist au final. Ouais. Et il a voulu faire un peu du Pourtant, Nolan. c'est une danse très sympa. Hein. Ouais. Mais il a voulu faire un peu du Nolan, du Ouais. Inception, mais bon à sa sauce. Et moi je préfère la sauce Nolan quand même. Ouais. Et bon même s'il maîtrise son scénario, il perd un peu, je trouve, le spectateur, moi, dans ses twists, dans ses retournements de situation et avec ses flashbacks. Il tombe un peu dans l'excès de son style cinématographique, un peu aussi. Il fait un film très très rythmé, très. Mais après Slumdog et 127 heures, est-ce que Boyle aurait pas décidé de refaire du Boyle, mais en se caricaturant un petit peu, en prenant des points il et... reprend un peu l'hyperactivité de Trainspotting, un peu quand même. Et bon après, oui, il caricature un petit peu. Mais... Ce qui manque pas justement, c'est les aspects un petit peu plus calmes, plus réfléchis de Trainspotting, plus introspectifs. Il y a de ça un peu quand même, mais c'est vrai que ça va à 10 000 à l'heure. On a un peu du mal à se reposer. Je sais pas, parce que c'est un parti pris aussi. Oui, voilà, c'est un choix. Il y a différentes façons de faire un thriller. Ça va avec le. Et là pour le coup, oui, voilà, c'est ça. Là pour le coup, on aime ou on n'aime pas évidemment, mais ça fait partie de l'ambiance qu'il a voulu nous donner. Ouais. Donc rien. Alors j'ai souvent entendu dans le niveau critique, etc. Que les gens parlaient de Trends comme d'un bon film avec une fin ratée. Est-ce que c'est le cas? Parce que souvent j'entends beaucoup une fin ratée. C'est vraiment. Moi je suis désolé. Bah, ça monte crescendo. La fin n'est pas ratée, non. Non. Alors moi qui ai vu quelques thrillers depuis quelques temps là avec effets secondaires et je sais même plus comment il s'appelle l'autre. Il y avait Passion et puis oui il y avait avec Colin Farrell. J'ai oublié le nom. Bref. Là pour le coup le film avec Colin Farrell c'était une fin mais nulle. Dead Man Down, oui c'est ça, Dead Man Down. Ouais voilà c'est ça, voilà. Dead Man Down, donc c'était une fin nulle. Effet secondaire c'était un peu classique. Bon Passion, pour moi ce film n'a aucun intérêt. Et là pour le coup la fin vraiment ça monte crescendo et à la fin vraiment il y a une... Il y a une révélation, quoi. On attend vraiment la fin, pour le coup, elle nous apporte quelque chose, la fin. On s'y attend pas du tout. C'est-à-dire qu'on reste pour la fin. Sinon... mais t'es plus réservé? Ouais, moi je trouve que c'est bien. Le début, il nous plonge dans le cinéma de Boyle. Moi je trouve, dès le début, on est captivé. Après, bon, ça s'essouffle un petit peu, je trouve, avec les passages un peu hypnotiques. Ce que j'appelle hypnotique, c'est avec Rosario Dawson, un peu. Où ça s'effiloche un peu, mais bon. Pourtant, c'est une partie intéressante, parce que là, dans sa réalisation, il met énormément de jeux de couleurs. Alors là, pour le coup, on est servi. Là, c'est style un peu. Non, mais c'est maîtrisé par contre. Mais après, je trouve dans la fin, il a voulu faire peut-être un peu trop de retournement de situation. Moi, ça m'a pas perdu. J'ai compris, mais ça m'a un peu gavé. C'est ça, t'as pas compris. Non, ça m'a un peu gavé. Après, c'est le style thriller aussi. Ouais, moi, j'ai pas trouvé vraiment compliqué. J'ai trouvé. J'ai vu plus compliqué. Mais pas compliqué à comprendre, mais compliqué dans le sens où il s'est vraiment entêté à faire beaucoup de retournements de situation, quoi. Ouais. Il aurait peut-être fait plus simple, j'aurais plus apprécié, je pense. Donc un côté crescendo, un côté trop complexe, enfin pas complexe mais trop embrouillé. Je partage pas cet avis. Pas du tout. Bon. Bah non, mais moi, c'est un parti pris pour toi. Voilà, je l'entends, je le comprends évidemment, mais moi j'aime bien ce style justement. Ouais. D'accord. Moi, je pense que s'il en aurait fait moins, justement, ça m'aurait moins plu. Du coup, si on essaye de se placer, s'il y avait à comparer à Trends avec un autre film à peu près, vous en auriez un en tête ou pas? Justement, toi, t'as pas l'air d'être ok, mais c'est Passion avec de la. Non, mais pour moi, stéroïde. Voilà, sous stéroïde. Mais pour moi, Passion, c'est juste un. Oui, c'est juste un remake. Point. Oui, bien évidemment. Bon, c'est un thriller avec. Un thriller, non. Clément, non, pas moi, ce serait plutôt dans l'univers hypnotique et de l'hypnose. Je retrouve un peu Inception par moment, mais c'est pas non plus criant. De loin. Ouais, voilà. Très bien. Parce que Nolan, on l'atteint pas trop non plus, quand même. C'est vrai. Écoutez, je vous propose de finir avec un autre film. C'est Millennium 4. Ah non, c'est l'Hypnotiseur. Un film de Lasse Hallström avec Tobias Ziliakus et Michael Persbrandt. Merci pour les noms finlandais. J'ai pas le deuxième. Michael Persbrandt. T'as pas aidé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas cool.
Un thriller pour le coup, tout ce qu'il y a de plus classique, en tout cas de ce qu'on fait en Suède. On retrouve beaucoup l'histoire de Millennium. Alors qu'est-ce que l'histoire? C'est un jeune détective qui arrive sur les lieux de la scène d'un crime dans une maison où toute la famille est tuée. Seul le garçon s'en sort et va arriver un hypnotiseur qui va essayer de faire... qui va aller à la pêche aux infos via l'hypnose pour retrouver quel est le meurtrier. Un film en fait qui pêche surtout, à mon sens, non pas par sa réalisation, parce que alors c'est très Millennium et c'est très, je suppose que c'est pas forcément Millennium pur, mais on va dire que c'est le style du thriller scandinave quoi. Je pense que ça pose ces bases là. Ce qui m'a gêné plus, c'est le manque d'empathie qu'on a pour les personnages qui en plus ne font rien pour nous attirer vers eux. C'est-à-dire qu'on a un détective qui n'a que son enquête pour passion. Il n'a pas d'autre vie, et d'ailleurs il le dit lui-même, donc ça évite finalement au scénariste de s'emmerder à chercher un monde autour des personnages, ce monde autour des personnages qui nous tient tant à cœur ici à Cinebdo. Et puis le personnage de l'hypnotiseur qui est assez antipathique parce que il est tout mou quoi, il donne pas vraiment de peps à un film qui en manque clairement, et donc on se retrouve face à des éléments, non pas là, on n'a pas du tout affaire à des retournements de situation, mais à une enquête qui avance petit à petit. On a la fameuse fausse piste à 1h10, la bonne piste à 1h30, la révélation à 35 minutes, c'est tout dans les marques, tout dans les bornes. Et donc s'il y avait à donner une note à ce film, ce serait 5 sur 10, 10 sur 20, il a pile la moyenne. C'est un film qu'on voit. C'est pas un film mauvais, voilà. Non, voilà, mais c'est même pas qu'on en retiendra rien, mais c'est pourtant. On a un peu trop de vécu dans les films comme ça pour pas sentir les choses venir. Même si il y a quelque chose que j'avoue, enfin des trucs que j'avoue n'avoir pas vu. Moi, ce qui m'a gêné le plus, et Enzo pourra en parler un peu tout à l'heure, c'est cette espèce de réalisation des scènes d'action que j'ai trouvé un peu en mode les experts. Et voilà, il y avait cette espèce de filtre dégueulasse qui entrait en jeu. C'était assez spécial, sachant qu'en plus les autres plans étaient flous. C'était vraiment compliqué. Mais voilà, comme tu disais, moi ce qui me gênait vraiment principalement, c'est le fait que voilà, on cible mal les intentions des personnages, contrairement justement en comparaison à Mud où tous les personnages sont ciblés dès le début, c'est-à-dire que dès les 10 premières minutes on sait à peu près quelles sont les intentions de chaque personnage. Dans l'hypnotiseur, il faut bien une demi-heure voire 40 minutes avant que... C'est le titre qui veut ça. Peut-être, mais le truc c'est que même une fois qu'on les a, elles sont pas non plus hyper claires, comme te disait Robin. Il y a un personnage, le personnage de l'enquêteur, celui qu'on suit habituellement dans un film policier. Ce personnage-là n'a pas de chez lui, c'est-à-dire qu'on le voit jamais chez lui. On ne sait pas s'il a une famille. Il est que au travail. Il travaille et du coup, c'est-à-dire, on sait qu'est-ce qui le motive à résoudre son enquête à part l'enquête. Après, c'est peut-être des valeurs scandinaves, peut-être des valeurs qu'on n'a pas. Peut-être, oui, non, bien sûr. Mais moi j'aime bien quand les quêtes secondaires se rattachent à la quête principale, servent un peu, même si c'est pas toujours évident de le réussir, mais au moins, c'est sûr que quand tu en as pas, c'est sûr que tu peux pas le réussir, quoi. Mais le truc, c'est que tu peux pas le rater aussi, c'est pas de prise de risque. C'est vrai aussi. Mais au moins, l'intrigue secondaire, même si elle avait pas fait avancer l'intrigue principale, au moins qu'elle nous aide à cerner ou avoir de l'empathie pour certains personnages, chose qu'on n'a absolument pas. C'est ça, un petit peu avec l'hypnotiseur qui est dans un pseudo-divorce. En gros, il a une situation de vie familiale difficile. C'est chiant ces scènes-là. Oui, absolument, surtout quand tu peux le résumer en une phrase, c'est la preuve que c'est chiant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et que malheureusement, ça se résume pas en une seule séquence dans le film, puisque c'est assez long. Ce qui fait que on sait pas trop où donner de la tête, on sait pas trop. C'est vrai que ça se ressent un peu aussi dans l'affiche. On a un œil sur l'affiche, on sait pas à qui appartient cet œil, et du coup, c'est un peu ça. On sait pas. Un humain. Oui, certainement, a priori, mais on sait pas à qui réellement s'identifier, on sait pas
qui nous raconte l'histoire, comment on doit la suivre. Et il y a ce manque de... ça crée un manque de surprise en fait, parce que habituellement quand on voit un thriller ou un policier plutôt d'après le point de vue d'un personnage, on peut plus facilement être surpris de la suite des événements. Puis même, t'as un prisme moral ou éthique qui est propre au personnage, qui permet d'avoir quelques rebondissements qu'on n'aurait pas face à une relation un peu trop distante finalement. C'est ça. Et écoute, ça reste un petit peu trop froid, et autant dans la réalisation que dans les décors. Et au final, on n'en tire pas énormément de choses, quoi. Finalement, en fait, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que ça serait pas une si catastrophique, alors c'est pas catastrophique, mais ce serait pas aussi mauvais si ça avait été une comédie romantique. Alors bien évidemment j'extrapole, mais juste pour dire que une comédie romantique qui s'en tient à ses bornes, à ses bases, ça passe. Un thriller, il y a eu trop de choses inventives et extrêmement bien faites pour se permettre de faire ça, et c'est ce que je condamne le plus à propos de ce film, c'est le manque de prise de risque. Quand tu es dans un polar ou un thriller, tu te dois de faire quelque chose. Surtout que les films suédois bénéficiaient un peu de la hype autour de Millennium. Ils avaient la chance de vraiment s'exporter, puisque ce film-là est quand même assez diffusé en France et il doit l'être assez en Europe aussi. Ils avaient une chance de s'exporter avec une autre histoire, un autre réalisateur. Il marque pas l'essai et c'est con, quoi. C'est dommage pour lui. Écoutez, je vous propose de passer à Sérivore Chronique tout de suite. Tenté par une série, chaque semaine, découvrez ou redécouvrez le petit écran. C'est Sérivore Chronique. Et on ne parle pas pendant le générique, Enzo. D'ailleurs, c'est toi qui vas t'y coller. On t'entend, figure-toi. Excusez-moi. En tout cas, anti-Sérivore Chronique ce soir, avec les experts Las Vegas, tu m'as dit, mais est-ce que ça importe Est-ce que ça vraiment existe déjà? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est pas un truc nouveau, Las Vegas. Non, Las Vegas, c'est le tout premier. Il s'appelle pas Las Vegas, en fait, il s'appelle. Ça se passe à Las Vegas. Voilà, ça se passe à Las Vegas. En tout cas, les experts, alors vas-y, donne-nous tout un tas une flopée de raisons de ne pas regarder les experts. Alors, il y aura beaucoup de mauvaise foi, je préviens avant, parce que c'est les auditeurs te connaissent. Voilà, exactement. Alors, ma formation me l'obligeant, je commencerai par des chiffres, parce que je fais de la physique, vous le savez très bien. 13 fois 295 fois 42 égale, Robin me l'a dit tout à l'heure, 161 070. Vous connaissez mon obsession pour les durées, voilà le nombre de minutes qu'il vous faudra pour avaler, que dis-je, pour engloutir, que dis-je, pour se gaver entièrement de cette magnifique série qu'est CSI, ou plus françaisément appelé Les Experts. Et encore, je vous épargne les multiples spin-offs aussi inutiles que semblables, Miami, Manhattan et bientôt Trouville. Les Experts, ou comment truster le PAF avec un seul concept. En parlant de ce dernier, un mot peut-être pour décrire les experts. Experts. Et oui, les scénaristes eux aussi ne sont pas les plus loin. Nous suivrons donc des flics aguerris d'un nombre incalculable de domaines de spécialisation, jargonnant entre eux. Tu connaîtrais pas un truc minologiste ? J'ai besoin de déduire si la balle a pu être déviée à cause de la chasse d'eau tirée par le gars du 5e. T'emmerdes pas, tu devrais plutôt utiliser l'adénophotographe à canon électroplasmique et utiliser les données que j'ai collectées en combinant le spectrographe de masse avec le colorant d'alumine et les vapeurs d'eau condensées dans le conduit d'aération. C'est de l'impro. On est parfois épargné de ces joutes scientifico-verbales par des débats sur les valeurs humaines et les grandes idées de ce monde. Je ne sais pas ce que je préfère le plus. Structure. Un meurtre a été commis sur la place de la vacuité. Une piste ADN, du sperme sur le strict d'une prostituée, un twist aux 2 tiers, l'arrivée d'un nouveau personnage aux 3 tiers de l'épisode. Aux 4 tiers, ce dernier est désigné coupable. Oui, 4 tiers parce que même l'épisode dure plus longtemps que la durée limite. Pour vous, j'ai mené l'enquête. Ce qui m'a choqué de prime abord, c'est qu'à Las Vegas, et oui, le conditionnel n'existe pas. Seul le présent fait loi. Les enquêteurs ne doutent jamais, chaque déduction est juste, ce qui laisse le spectateur en dehors de tout questionnement qui aurait pu l'intégrer d'autant plus dans l'histoire. Grissom, personnage principal soi-disant, passionné, véritable savant du service, est ici déifié. Sous ce flot d'éloges, voici la principale qualité des experts. 2 points. Manger. Réviser. Raconter sa journée à sa famille ne sera plus un obstacle pour quiconque souhaiterait suivre et comprendre l'intrigue qui lui est proposée.
Un petit coup d'œil au début, un petit coup d'œil sur la fin. Félicitations, vous venez de regarder un épisode des experts Trucmuche. Réalisation. Attention, les experts, c'est 3 plans différents par seconde, des dialogues technico-scientifiques déglutis à tout bout de champ, des chants contre chants épileptiques à la vitesse de la lumière. Il est peut-être tout compte fait mieux de manger après. Casting. Prenez des acteurs capables de décorer le visuel pendant que la musique, elle, exprime des émotions souhaitées. Ces acteurs calquent d'ailleurs la réalisation surfaite et pourtant très très vide. Voilà, j'ai pas eu le temps d'écrire plus que ça parce que ça m'a gavé. Je n'ai pas regardé plus que ça les experts. Je vous conseille d'en regarder un, vous aurez tout vu et je vous embrasse tous. Ah, bravo. Très très bon, très très bon. Tu m'en feras une toutes les semaines maintenant. Très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. J'hésitais de voir ou ne pas voir les experts. Et bah je ne verrai pas. Tant mieux. Voilà. En tout cas, si vous voulez voir un les experts mais en bien, courez voir Justified. C'est une série qui est avec Timothy Olyphant qui est produite par lui. C'est les experts mais en bouseux. Et sauf que là, il shoot les... Voilà. Mais sauf que là, il shoot les gens. Toujours pas l'accent. Il shoot les gens au lieu de les interroger. C'est très très bon. C'est assez drôle. Et ma foi, c'est beaucoup mieux réalisé. Bah, je vais poser la question de la semaine, puis on va pouvoir rentrer chez nous. Envie d'aller au cinéma? C'est l'heure de gagner 2 places pour le cinéma Le Bijou. Avec la question de la semaine. Parce qu'elle va devoir se mériter celle-là. Parce que je vous offre chaque semaine 2 places pour le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand en face de la mairie. Un très très beau cinéma, nickel. Les sièges rouges. La clim et la température. La clim. Il y a toujours pas de pub ou pas? Il me semble qu'il y a... ça dépend. Si, mais des pubs noiséennes. Ouais. Bon, au moins on sait qu'on peut acheter dans le coin. C'est vrai. C'est quand même plus sympa. En tout cas, elle va devoir se mériter celle-là parce que je veux la bonne réponse au tréma près. Quel est le nom du réalisateur de l'hypnotiseur? Au tréma près. Sinon, je ne donne pas les places. Et bonus, si vous rajoutez le nom du réalisateur de Stalker. Voilà, exactement. Et vous m'envoyez un petit fichier audio dans lequel vous vous enregistrez et vous le dites. Si c'est assez ridicule, vous gagnez. Si c'est pas assez ridicule, non, je donne pas les places. Bah écoutez, messieurs, encore une très très bonne émission. Merci à Clément d'avoir fait son coming out radiophonique. Coming out. Ah oui, bah oui, je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien. Est assez attirant quand même. Ah oui, nombre de c'est ces grands bras maigres. Écoutez, bah, vous avez vu Trends. J'espère que vous allez donner ou pas à nos auditeurs l'envie d'y aller. En tout cas, bah, je mets un classique de la trance, là cette fois le côté musical. Ah mais oui, mais t'as fait des études de radio ou pas? J'ai fait des études de transition. Ah d'accord. C'est comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine. On reste sur les antennes du groupe Radio Rec, évidemment, avec le foot, avec le cinéma, avec les filles, avec tout, avec le rock aussi. Et avec les salles de bain, non, c'était la dernière. Mais évidemment, on se retrouve juste après. Non, on se retrouve pas juste après, on se retrouve juste après la semaine prochaine, juste après le week-end. Juste après la semaine. Voilà, juste après la semaine, normal. On se retrouve la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. On vous dit bonjour. On vous dit au revoir. On vous dit faites des enfants. Non, en fait, non. Un petit peu. Tu te perds. Voilà. Amusez-vous ce week-end. Essayez en tout cas. Bisous, maman. Bisous. Ciao. Ciao. Bisous.